Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actu qui a pour sujet la gestion des données entre organismes de protection sociale doit-elle être revue. Donc pour commencer, quelques éléments de contexte, puisque le 30 août dernier, nous rapporte Le Monde, plusieurs assurés ont découvert sur leur espace santé des attestations de dépistage du Covid-19 sans avoir effectué de tests au préalable, recevant de fait les données relatives à d'autres patients. Cette actualité nous rappelle que la question des données personnelles et de leur protection est une préoccupation pour nos concitoyens. Mais qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Nous avons une définition qui nous est donnée par la CNIL, qui est, je cite, « toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable ». Dans le cadre de cette présentation, nous ferons mention avec Pauline de données dites sociales, comprendre des données personnelles qui ont vocation à être utilisées par des organismes de protection sociale. S'il existe aujourd'hui encore des problématiques liées à la sécurisation des données, celles-ci sont surtout le fait d'échanges entre les organismes et des acteurs tiers. Or, dans un sujet portant sur les échanges de données entre organismes de protection sociale, que nous traiterons ici sous le prisme de la sécurité sociale, des enjeux plus forts ont attiré notre attention. Il ne s'agira pas non plus de se limiter aux seules données de santé, mais bien aux données sociales dans leur ensemble. Il s'agit en effet de voir comment le domaine peut être mieux investi par notre institution. Puisque nous considérons que l'usage des données sociales ne doit relever de l'apanage unique des entreprises privées, il nous faut être à la hauteur de la demande des usagers. Il s'agit par ailleurs d'être en mesure de constituer l'État-providence du XXIe siècle, pour reprendre l'expression du rapport Cloarec-Damon de 2018. Comprendre un État-providence qui utilise les données sociales pour favoriser l'accès aux droits. La question à laquelle nous chercherons à répondre aujourd'hui est de savoir comment mobiliser la gestion des données entre organismes au service de la modernisation des prestations. Pour y répondre, nous commencerons par vous présenter comment les données sociales peuvent être un levier de transformation ouvrant des opportunités considérables pour repenser le modèle actuel et les relations aux usagers. Nous chercherons ensuite à montrer comment nous pouvons moderniser la délivrance des prestations sociales en procédant à des ajustements dans la gestion des données sociales. Comme vient de le présenter Julien, nous verrons donc, dans une première partie, que les données sociales sont un levier de transformation majeur et ouvrent des opportunités considérables pour moderniser la délivrance des prestations sociales. Mais avant de s'intéresser à ces opportunités, il nous semble important de vous présenter l'écosystème numérique actuel qui se dessine depuis une dizaine d'années autour de la notion de simplification et du dites-le-nous une fois. La logique du dites-le-nous une fois a vocation à réduire, voire à terme à supprimer, toute forme de redondance afin de ne plus solliciter inutilement les entreprises et les individus. La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dispose que le gouvernement se fixe pour objectif l'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible d'être obtenue auprès d'une autre administration. Une telle logique passe notamment par des échanges systématisés de données entre administrations. Ce principe du dites-le-nous une fois a d'abord été lancé pour les entreprises. Ainsi, la DSN, Déclaration sociale nominative, a été créée par la loi Warsmann du 22 mars 2012 afin de simplifier les déclarations sociales des entreprises. L'objectif initial de la DSN est de rationaliser les circuits déclaratifs et de traiter directement à partir des données issues des logiciels de paye un maximum de déclarations sur un support dématérialisé, unique et mutualisé. Le dispositif Passereau ensuite, prélèvement à la source des revenus autres, et le prolongement de la déclaration sociale nominative. Il la complète en rassemblant tous les revenus de remplacement qui ne figurent pas dans la DSN, prestations sociales imposables ou revenus salariaux, tels les salaires versés par les particuliers employeurs pour les services à la personne ou la garde d'enfants. Dès l'origine, la déclaration sociale nominative a été pensée comme un outil susceptible d'être utilisé au bénéfice des droits des salariés. Le décret instaurant la DSN disposait ainsi
que le traitement devait faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale et assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture, le rétablissement des droits et le calcul des prestations d'une part, et les montants soumis à cotisation sociale d'autre part. Il s'agit donc bien, dès le départ, de penser un écosystème global qui articule cotisation et accès aux droits. L'usage de la DSN pour apprécier ou ouvrir des droits, c'est à l'origine centré sur les prestations contributives, avec les indemnités journalières et les droits au chômage. Les prestations retraite ont ensuite été prises en charge, la DSN devenant le nouveau support de reconstitution des carrières. La DSN alimente en effet le RGCU, le répertoire de gestion des carrières unique, et ce, au bénéfice de l'ensemble des régimes de retraite à horizon 2025. Avec la volonté de calculer les prestations sous conditions de ressources à la source et de rapprocher au plus près revenus perçus et calcul du droit, la DSN est entrée dans une autre dimension. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les données contenues dans la DSN et dans Passero sont désormais mobilisées via le dispositif de ressources mensuelles, le DRM, pour calculer certains droits au fil de l'eau. Deux grandes séries de prestations sont aujourd'hui établies dans ce cadre. Les aides au logement, depuis la réforme du 1er janvier 2021, et la complémentaire santé solidaire en cours de mise en œuvre. Beaucoup d'autres usages pourraient suivre, l'intégration du RSA ou la prime d'activité par exemple. Par ailleurs, le répertoire national commun de la protection sociale, le RNCPS, recense l'ensemble des usagers du système de protection sociale, assurés sociaux, allocataires, bénéficiaires et ayants droit. À partir des données qui figurent dans le RNCPS, les agents des caisses de sécurité sociale peuvent demander au système d'aller chercher les informations d'affiliation, de couverture offerte et de prestations servies dans les différentes bases de données des organismes et visualiser ainsi la situation individuelle globale d'un usager. Ce répertoire sert aussi à l'identification des usagers dans le cadre du portail numérique des droits sociaux. Ce portail numérique, accessible sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr, est un point d'entrée unique pour l'usager pour réaliser une simulation, s'informer sur l'ensemble de ses droits, recevoir des informations de la part des organismes, faire ses démarches en ligne ou encore signaler une erreur dans le calcul de ses droits. Avec la collecte et l'exploitation des données sociales, un changement de paradigme est à l'œuvre concernant le calcul et la délivrance des prestations sociales. Mais Julien, à partir de cet écosystème, quelles sont les nouvelles opportunités pour demain ? Alors justement, Pauline, en ce qui concerne le calcul et la délivrance des prestations, nous pouvons remarquer que l'exploitation des données sociales constitue une véritable opportunité pour parvenir au versement d'un droit qualifié de juste par le rapport Cloirac-Damon. Il s'agit d'un droit ajusté aux situations exactes des personnes et de manière plus réactive afin de s'adapter aux évolutions de ces situations. Les droits doivent être calculés et versés le plus exactement. Or, dans le système déclaratif, les usagers peuvent commettre des erreurs et fausser la base de ces calculs. Ces erreurs peuvent être volontaires et relever dans ce cas de la fraude aux prestations sociales. Donc, pour donner un élément de chiffrage pour la branche famille, la CNAF avait évalué ce montant à 2,3 milliards d'euros en 2018. Mais ces erreurs peuvent également être involontaires et conduire au versement de prestations d'un montant qui peut être inférieur à celui auquel les usagers peuvent prétendre, ou bien supérieur et conduire, dans ce cas, au constat d'un indu par l'organisme payeur qu'il s'agira de reverser. Il y a donc un enjeu de production inhérent à un meilleur usage des données sociales. Cela permettrait d'accéder à des données fiabilisées et donc de réduire le nombre des erreurs ainsi que le montant de la fraude, c'est-à-dire d'avoir une meilleure maîtrise des risques. Cela permettrait en outre d'avoir un calcul plus fin du montant des droits à verser et donc de les adapter plus justement à la situation économique des usagers. Le rapport Cloirac-Damon souligne par ailleurs le lien entre la réclamation d'indu et le non-recours aux droits qualifiés de non volontaires.
La crainte d'avoir un indu à la suite d'une erreur involontaire à reverser peut en effet rompre le lien de confiance entre l'usager et son organisme de protection sociale et alors de le dissuader de demander ses droits. Dans une étude de 2020, l'adresse reprend son baromètre de 2018 pour révéler que le manque d'informations sur les aides ou bien sur les organismes auprès desquels il faut s'adresser constitue la principale source du non-recours pour 44% des Français. L'exploitation des données sociales permettrait de favoriser l'accès aux droits. Alors que le RNCPS que tu as présenté est aujourd'hui utilisé principalement dans le cadre de la lutte contre la fraude, le rapport Ferras-Lépine de 2021 suggère de le rendre opposable de sorte qu'il active des droits aux usagers et propose également de le mobiliser lors des rendez-vous de l'accès aux droits proposés par les CAF pour effectuer un suivi giratoire des dossiers de la même manière que ce qui est proposé dans les MSA avec les rendez-vous des prestations. En l'alimentant et en le valorisant davantage, le PNDS pourrait également être mobilisé pour permettre aux assurés de mieux connaître leurs droits ainsi que près de quel organisme il convient d'effectuer les démarches. Cela permettrait, dans ce cas, de faire des usagers de véritables acteurs de leur démarche sociale. Plus une personne connaît de difficultés, plus elle peut rencontrer d'intervenants différents. Le numérique doit permettre de simplifier ce parcours grâce à un partage systématisé et fiabilisé des informations et à un accompagnement systématique des personnes. Le rapport Cloarec-Damon de 2018 évoque ainsi un nouveau système à base universelle qui valorise les 3 P de la personnalisation de la relation, du parcours dans le système et du partage de données. L'État-providence du XXIe siècle concilie interopérabilité des systèmes d'information et partage de données d'une part et intermédiation entre les personnes et les institutions d'autre part. Ce sont des propositions très intéressantes, mais maintenant, quels sont les leviers à activer pour moderniser la délivrance des prestations sociales ? On peut distinguer 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu est juridique. Il porte sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires pour harmoniser les bases ressources. Là encore, il s'agit de simplification. Les bases ressources pour calculer prestations familiales, aide au logement, RSA ou prime d'activité sont déterminées selon des règles différentes. D'un côté, les prestations familiales et les aides au logement sont établies sur la base essentiellement des revenus imposables. D'un autre côté, le RSA et la prime d'activité prennent en compte la quasi-totalité des ressources du foyer, imposables ou non, afin que la prestation soit ajustée au regard de la situation du bénéficiaire. Cette situation, incompréhensible pour les allocataires, se traduit par une complexité de gestion qui engendre des erreurs dans le calcul des droits. Sous un angle technique, la multiplicité actuelle des bases ressources impose que la déclaration sociale nominative puisse fournir, à partir des données de paye, plusieurs visions d'une même donnée selon l'usage attendu. Revenu brut, revenu net perçu, revenu net avant impôt. L'automatisation du calcul des droits nécessite que le système à la source des données soit en capacité de gérer donc l'ensemble de ses besoins. Et éviter une inflation des besoins suppose donc de réfléchir à la simplification de la donnée. C'est pourquoi, dans son rapport de juillet 2022, le Haut Conseil au financement de la protection sociale souhaite promouvoir la mise en place d'un revenu social de référence fixé par le législateur qui s'imposerait pour toute nouvelle prestation. Le deuxième enjeu porte sur la contemporanéisation des prestations et sur la définition d'une période de référence. En effet, les différentes catégories de revenus ne sont pas toutes appréciées sur la même période, 3 mois, 1 an, voire 2 ans. Le dispositif de ressources mensuelles, présenté précédemment, a permis par exemple de ne plus attribuer les aides au logement sur la base d'une situation lointaine, N-2, mais sur la base des 12 derniers mois glissants. Toutefois, il n'est pas simple de définir la bonne période de référence. Il s'agit en effet de trouver le juste équilibre entre des données récentes et des données fiables. Les cycles de paye impliquent de fréquentes régularisations dans les mois qui suivent la déclaration et peuvent créer une instabilité des montants de prestations calculés par les organismes.
Les régularisations entraînent une plus grande fluctuation des montants de prestations versées, réduisant la visibilité des allocataires sur leurs revenus futurs, alors même qu'ils se trouvent dans une situation précaire. La définition de la période de référence à retenir est donc un point clé pour sécuriser le bon équilibre entre les caractères contemporains et fiables des données, tout en limitant les impacts sur les bénéficiaires. Le troisième enjeu, enfin, porte sur la sécurisation de la donnée. Il s'agit, d'une part, de la définition correcte de la donnée, grâce à un travail sur la normalisation, et d'autre part, de la bonne déclaration de la donnée. Pour fiabiliser les données déclarées, des contrôles mutualisés par les organismes doivent être mis en œuvre. Il s'agit de s'assurer que les contrôles opérés sont cohérents et que les remontées d'anomalies donnent lieu à des corrections effectives des déclarants qui alimentent l'ensemble de la chaîne de distribution des données. Il apparaît que de nombreuses anomalies identifiées par les organismes ne sont pas corrigées par les entreprises en DSN. La Cour des comptes constate sur ce sujet que les stocks d'anomalies déclaratives en instance de traitement ont baissé, mais leur suivi insuffisant ne permet pas d'en maîtriser l'ancienneté. La question de la qualité des données est un élément central pour faire évoluer en toute sécurité le système déclaratif. Elle est essentielle pour établir correctement le montant des prélèvements dus, comme pour la détermination des droits des personnes. Ce sujet n'est aujourd'hui pas appréhendé de façon partagée et homogène. Les notions de qualité et de fiabilité n'ont pas le même sens pour les différentes parties prenantes, entreprises, organismes de protection sociale, GIP de modernisation des données sociales par exemple. Il n'existe pas non plus d'outils consolidés permettant d'évaluer en continu la portée de la non-qualité. Cette absence de vision limite la capacité de pilotage du système, l'appropriation des marges de progrès et les décisions de priorisation. Nous proposons donc de s'appuyer sur ces leviers d'amélioration pour faire du RNCPS un outil central de la gestion des données et de l'amélioration de la qualité de service pour les usagers. Maintenant, Pauline, est-ce que selon toi, le système belge peut servir de modèle en matière de gestion des données ? Pensée puis mise en œuvre en Belgique au cours des années 90, la banque Carrefour de la Sécurité sociale est en effet une source d'inspiration intéressante. Sa structuration s'est effectuée dans une optique de simplification combinée à 4 principes. D'abord, la spécialisation. Une seule institution de protection sociale est responsable d'une information élémentaire, salaire perçu ou composition familiale par exemple. Elle en assure le recueil, la primo-vérification, le stockage et la mise à disposition vis-à-vis des tiers. Dans le cas où l'information doit être modifiée, elle l'est directement auprès de cet acteur unique afin de garantir que la même information élémentaire est utilisée par tous les acteurs de la sphère sociale. Deuxième principe, le monopole. La banque Carrefour détient l'exclusivité pour organiser les échanges d'informations. Troisième principe, la protection des usagers. Les données et leur utilisation sont connues et publiques. L'usager dispose d'un droit de rectification. Enfin, dernier principe, la recherche d'efficacité. Par nature, le système limite les coûts de coordination et de transaction entre les usagers et les différents organismes d'une part, et entre les organismes et les acteurs publics et privés d'autre part. Tous manipulent donc une donnée harmonisée et commune. Mais plus qu'un modèle, Julien, la banque Carrefour constitue plutôt un exemple. En France, nous avons fait le choix d'une gouvernance partagée entre différents acteurs. Quels sont-ils ? Parmi ces acteurs, nous pouvons tout d'abord citer la DSS, qui est le pilote général des systèmes d'information. Mais il convient dès lors de préciser que les volets techniques sont délégués vers d'autres acteurs. C'est ainsi que le volet technique du PNDS a été confié au MSA et que celui du RNCPS l'a été à la CNAV. Concernant cette dernière, elle est également compétente pour la gestion d'autres systèmes d'information, tels que le SNGI, le IRR ou encore la DSN. S'ajoutent à cela d'autres acteurs, tels que le GIP MDS,
pour le recueil des déclarations sociales, ou encore le GIP Union Retraite pour les données relatives au champ de cette branche. Sur les échanges de données entre organismes, il n'existe pas à ce jour de stratégie globale. Les opérations sont déterminées au cas par cas, selon les besoins du temps présent. Le rapport Ferras-Lépine regrette à ce titre l'absence de cartographie globale des flux et échanges de données entre organismes. Cet ensemble ne facilite pas la priorisation des activités ni la bonne appréhension des différents chantiers à construire. L'optimisation des processus d'échange de données, que ce soit en termes de rationalisation ou bien de réduction des redondances, nécessite ainsi une clarification dans la gouvernance, dans la gestion des données. Mais outre cette clarification de la gouvernance, nous identifions un besoin de promouvoir une vision commune partagée par l'ensemble des acteurs autour des objectifs, des perspectives et des enjeux relatifs à ce sujet. Cela va permettre d'atteindre un double objectif de maturation de la gestion des données sociales. Un premier objectif de lecture, puisqu'aujourd'hui, des données demeurent illisibles pour des techniciens de branches différentes. Les leviers d'amélioration que tu as présentés, Pauline, sont autant d'outils qui vont parvenir à faciliter cette lecture, en mobilisant notamment le RNCPS. Vient alors le deuxième objectif, qui est celui de l'interprétation des données, puisque deux acteurs peuvent avoir une interprétation relativement différente des éléments qui leur sont présentés. Prenons pour exemple la réforme des aides au logement, puisque d'un côté, le GIP MDS avait considéré qu'il n'y avait pas eu d'enjeu de sujet majeur, considérant que les anomalies avaient représenté 2 à 3% des dossiers en DSN. D'un autre côté, pour la CNAF, cela représentait plus de 300 000 dossiers et conduit à d'importantes problématiques de production. En interne, il conviendra d'accompagner les organismes dans cette appropriation d'une vision commune. Apprendre à se servir des outils partagés et savoir les mobiliser est un élément fondamental à cet enjeu. Il l'est d'autant plus que l'émergence de sociétés privées offrant des services payants aux usagers sur des droits auxquels ils peuvent prétendre auprès de nos organismes révèle une demande de ces derniers. La sécurité sociale doit donc, selon nous, être en mesure de répondre à cette demande si elle veut rester une institution de confiance dans la société. Pour preuve qu'il est possible d'avancer, nous rappellerons les liens entre caisse primaire d'assurance maladie et caisse d'allocation familiale qui permettent aux bénéficiaires du RSA de bénéficier, sans effectuer de démarche supplémentaire, de la complémentaire santé solidaire. Une démarche du même genre existe également pour les bénéficiaires de l'ASPA, qui n'ont pas à déclarer leurs ressources une deuxième fois pour bénéficier de cette prestation. Dès lors que demain, l'usager ne sera plus responsable de tout ou partie de sa déclaration, la relation avec les organismes de protection sociale en est modifiée. À l'avenir, les agents des caisses devront expliciter des déclarations faites par d'autres et guider l'assuré vers la résolution de ses difficultés. Il s'agit d'un changement de métier et d'une évolution des compétences des agents qui seront à la fois plus experts des données sources et plus tournés vers l'accompagnement des assurés en difficulté de compréhension du calcul de leurs droits. Alors, la gestion des données entre organismes de protection sociale doit-elle être revue ? Il nous semble que oui. Nous l'avons vu, des travaux d'envergure ont été menés ces dernières années, avec la mise en place notamment de la déclaration sociale nominative et du dispositif de ressources mensuelles pour simplifier la collecte et l'exploitation des données sociales et moderniser ainsi la délivrance des prestations sociales. Mais, si les fondamentaux sont bons, plusieurs défis restent à accomplir pour réussir la grande réforme de solidarité à la source annoncée par le président de la République pour ce quinquennat. Derrière cette expression se dessine un chantier ambitieux de versement automatique du RSA, de la prime d'activité et des aides au logement, ce qui concerne près de 90% des allocataires. Une réorganisation profonde de la gestion de la donnée sociale est un préalable nécessaire à la réussite de ce projet, qui demande d'aller encore plus loin dans le partage de données, puisqu'il s'agirait d'associer aux données de revenus des individus déjà disponibles via le dispositif de ressources mensuelles, d'autres données individuelles détenues par les impôts, comme la composition du foyer. La solidarité à la source figure bien dans la feuille de route du ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Ce dernier a d'ailleurs annoncé dans Le Parisien, vendredi 2 septembre,
le lancement d'expérimentations début 2023 intitulée « Territoire zéro non-recours ». Nous vous remercions toutes et tous de votre attention pour ce rendez-vous de l'actu et souhaitions également remercier la DIFI pour son accompagnement dans la préparation de ce rendez-vous de l'actu, ainsi que Mme Bresse pour la documentation. Nous tenions à remercier M. Jérôme Rotetta pour le temps qu'il a bien voulu consacrer à nous fournir des informations en amont de cette présentation.